Voilà, je vais peut-être, pardon, mais reprendre justement quelques questions, pardon, parce que je change de place là, de ce qui est dit sur le chat, et notamment, alors Aurélie, c'est peut-être un peu pour toi, qui sont des remarques un peu désabusées, nous disant, déjà en ce qui concerne les professions, je vais dire, d'éthiciens et de responsables de conformité, et qui nous disent finalement, il y a 10 ans, je pense que c'était il y a un peu plus, parce que moi je me souviens d'avoir eu ici même, là où il y a des réunions avec, notamment, puisque ça a été lancé, comme tu disais, par des grosses structures d'audit et autres là-dessus, a été créé le métier de déontologue, d'éthicien et autres, et on a un peu l'impression que c'est un échec, parce que le plus souvent, dans l'entreprise, dans les organisations, on ne l'a pas fait vivre, et donc c'était, j'allais dire, une fonction faciale, une fonction affichée ou autre. Donc là, qui veut répondre là-dessus? Aurélie? Alors Aurélie vient à ma place, pardon. Ici, c'est le jeu des chaises. Jeu des chaises musicales. Ouais. Oui, effectivement, c'est soit on aborde, et je crois qu'il y a une dizaine d'années, on abordait un peu la fonction, un peu du haut de la tour d'ivoire, excusez-moi pour les personnes qui sont passionnées par la déontologie ou autre. C'est-à-dire que les déontologues, tout ce qui s'apparente au côté juridique ou trop sociologique dans une entreprise, à un moment donné, et je suis moi-même juriste, donc je peux critiquer mes pairs et moi-même, on est un peu dans notre tour d'ivoire et puis on n'applique pas concrètement et on ne s'attache pas à voir quels sont les acteurs dans l'entreprise au plus près du terrain qui vont appliquer ces règles. Les règles ou le code de déontologie ou le code d'éthique, comme vous le soulignez précédemment, je ne sais plus, je ne voudrais pas tromper, c'est Christine ou Marie-Christine, s'il ne vit pas au quotidien, s'il n'y a pas une formation, alors formation c'est très joli aussi, moi je suis plutôt sur le training, c'est-à-dire sur les caractères opérationnels, si vous ne vous rendez pas opérationnel, si vous ne faites pas des cas pratiques, si vous vous trouvez face à ça, ben vous savez l'entreprise n'a pas de réponse, mais on va réfléchir ensemble, ça ne marche pas. Donc ma conviction personnelle, et puis je vois que mon entreprise nous a donné la chance d'évoluer progressivement là-dessus par petits pas, c'est de rendre ce côté un peu trop éthique, trop éthéré, parce qu'il y a un côté éthéré, pragmatique. Et puis, libérer la parole, hein. Libérer la parole, c'est pas évident. Trouver des remédies, comme je le disais, des remèdes, c'est vraiment pas facile et parfois ça marche pas. Mais se dire, ben, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, est-ce qu'on arrive à changer les comportements? Mais ça passe par les acteurs. Donc si vous n'allez pas près du terrain, si vous parlez du droit d'alerte et du code éthique, mais vous n'allez pas au plus près du terrain voir les salariés directement, et ça c'est le rôle intermédiaire des RH de le faire, mais si vous les accompagnez, si vous les formez aussi, si vous leur donnez les messages clés, moi je suis d'accord avec vous, ça ne marche pas, c'est un beau texte écrit, comme un beau contrat de travail ou un beau contrat avec un fournisseur, et c'est pas pragmatique. Moi je crois qu'il faut aborder la question aujourd'hui de manière pragmatique, et en se disant quelle solution trouver. Voilà ma réponse. Si tant est, là je me permets de lire aussi une autre question, peut-être pour toi Franca aussi, c'est finalement dire pour les lanceurs d'alerte qui ont dû fuir des organisations maltraitantes et avant que les textes de loi n'existent ou bien qui subissent encore les contre-coups de leurs actions, quels sont les recours, globalement les recours possibles. Donc j'aurais voilà, un truc qui dit voilà, on est en ce moment en train d'ouvrir la porte, mais quid d'avant. Et puis une autre question dans le même style, peut-être aussi Xavier et Marie-Christine pour vous aussi, qui nous dit de l'expérience des entreprises qui se sont exprimées, est-ce que vous avez identifié des dysfonctionnements institutionnels de l'organisation, des oublis en termes de gestion, qui étaient plutôt j'allais dire d'un registre global, ou bien, nous dit Frédéric, là je dis votre nom puisque vous l'avez dit en honneur, Frédéric Parot, merci de Sanofi, donc pas de poser la question, ou bien est-ce qu'il s'agit seulement de trucs issus de cas individuels, de cas de litiges individuels. Franca, peut-être juste pour alterner la parole, mais allez-y, voilà, après toi. Il faut parler assez fort. Oui, donc la question, si j'ai bien compris, c'est la rétroactivité de la protection pour quelqu'un qui a lancé l'alerte il y a longtemps. Ouais. Il n'y avait pas un cadre de protection, etc. Donc là, je veux dire, il y a quand même des lanceurs d'alerte dans les dossiers, comme Irène Frachon pour le Mediator, par exemple, ça n'a pas duré un mois. Hein? Il y a eu un procès qui était l'année dernière d'Irène Frachon, alors que les cas, ça remonte il y a plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, le cadre, il est un peu plus protecteur,
Même je dirais que c'est une bonne loi, c'est un bon progrès que la loi Sapin 2, mais lorsqu'en France, on regarde un bilan à 4 ans désormais, parce que la Sapin c'est fin 2016, on est en 2021, on ne peut pas dire que le bilan il est super. C'est-à-dire que, comme disait Aurélie et aussi Marie-Christine, aujourd'hui la question par beaucoup d'organisations, je ne dis pas toutes, on a eu un exemple peut-être différent déjà cet après-midi, c'est de se mettre à l'abri des risques et en conformité. Mais il n'y a pas une vraie volonté. Donc il n'y a pas de bilan, parce que dans les modalités, ce que l'entreprise devrait faire, c'est qu'est-ce que j'ai eu comme alerte, combien j'en ai eu, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, comment je les traite, quelles sont voilà, les conséquences, etc. Et donc aujourd'hui la loi Sapin, elle est méconnue globalement. Il y a même de la mauvaise communication là-dessus par les médias, par exemple. C'est arrivé qu'ils disent des choses complètement erronées. Donc, les personnes ne savent pas. Je veux dire, la maison de lanceur d'alerte en 3 ans, 275, c'est pas un bilan exponentiel. Hein. On ne veut pas non plus... L'alerte n'est pas encore une pratique courante dans notre pays. Alors, je crois qu'on a dans la salle virtuelle des lanceurs d'alerte, très certainement, et on en a un, si je peux me permettre, qui est là et qui ont... je veux dire, c'est des lanceurs d'alerte sur la durée, si je peux me permettre. Christophe Lefebvre, vous demandez peut-être d'intervenir. Je veux dire, par exemple, dans les cas que vous connaissez, vous êtes à la fois dans une grande entreprise d'assurance et de réassurance. On s'est un peu préparés tous les deux, donc on a pu se téléphoner et globalement voir les choses. Mais j'ai que, à la fois sur votre expérience perso et puis sur l'expérience en spectre large, déjà, est-ce que Sapin, puisque c'est pas si vieux que ça passe à 4-5 ans, alors que votre expérience est plus longue, est-ce que ça a changé quelque chose et comment vous voyez les choses mûrir? Voilà, Christophe Lefebvre, c'est à vous. Je vais essayer d'être assez bref parce que mon histoire est très longue puisque tout ce que j'ai subi ou suivi ou sur les éléments sur lesquels je me suis battu date de 2005 avec une pointe en 2011 où j'ai été accusé évidemment à tort de délit d'initié dans le cadre d'un projet de rachat d'une entreprise dont le siège était aux États-Unis et avec une représentation en Europe. L'ensemble les fuites qu'on m'aurait reproché, je ne sais même pas de toute façon pour l'instant, encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'étais censé avoir fait fuiter, puisque en fait l'ensemble des éléments qui ont soi-disant fuité ont été diffusés sur un site internet américain la veille d'un comité d'entreprise dans lequel on nous a pas dit grand chose d'ailleurs, puisqu'on nous a dit on va peut-être racheter ou pas. Je vous interromps Christophe là-dessus, mais c'est à ce moment-là, j'ai été blanchi par la brigade financière, ce qui était pour moi, c'était vraiment mes sauveurs. Je vais effectivement analyser toutes mes communications, l'observation que je pouvais avoir aux États-Unis, etc. Moi, le recul que j'ai, cette loi Sapin, je l'ai bien étudiée parce qu'à l'époque, c'était la seule jurisprudence, la seule loi qui avait, avec quasiment aucune jurisprudence sur les lanceurs d'alerte, ou sur les mises en cause qu'on pouvait avoir. Ça a été quelque part une sécurité, mais moi ce que je retiens, c'est que on est relativement seul parce que les inspections du travail ont très très peu de moyens. Ils font leur boulot. Moi j'ai eu des gens fantastiques qui m'ont aidé. Ils font leur boulot, mais ils sont trop peu nombreux, ils ont trop peu de dossiers. Moi j'en ai un qui m'a dit, moi je peux pas m'occuper de votre dossier parce que je vais faire que ça pendant un mois et pendant ce temps-là, moi j'ai plein d'autres salariés dont il faut que je m'occupe. Ça c'est le point le plus important. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, en termes de protection, nos syndicats nous aident, nous soutiennent, mais la protection juridique en tant que telle, on doit quasiment la financer nous-mêmes. Et là, on est assez seul. Voilà ce que je retiens. Et c'est aujourd'hui encore, je pense que c'est vraiment très très difficile humainement de se mettre au service des autres sans aucune rémunération, puisque nos fonctions sont gratuites, si ce n'est que notre temps de travail, c'est considéré comme du temps de travail tout ce que nous faisons, mais ça reste quand même une sacrée gageure pour l'ensemble des acteurs. Voilà.
Je m'arrête là, je préfère éventuellement compléter si vous avez des points que vous voulez que je souligne, notamment par rapport à ce qu'on s'est dit quand on a préparé l'intervention. Merci à vous. Je vais juste vous demander, alors attendez, il y a 2-3 micros ouverts, un appelant 02, c'est pas vous, mais il y a aussi un appelant 02. Bon. C'est de couper les micros parce que ça nous fait un peu de l'arsène, nous, ici, là. Et donc, oui, ce qu'on voit bien, c'est quand même la difficulté du vécu de tout ça, et on comprend qu'il y a des interrogations et des interrogations là-dessus. Sur ce qui était, Xavier, si vous êtes toujours là, je ne sais plus si je vous vois ou si je ne vous vois pas, mais sur ce qui était la question, voilà, sur ce qui était la question posée, qui était en gros, enfin, l'un des vieux trucs, c'est-à-dire que, est-ce que on est sur des questions de relations individuelles, ou est-ce qu'il y a aussi, c'était la question que posait Mme Barouk, ou est-ce qu'il y a aussi des questions finalement d'organisation et de dysfonctionnement d'organisation que ce type de processus permet de mettre en avant? Comment vous sentez les choses? Je vous vois là, toutes les deux qui opinaient. Les deux, mon colonel. Voilà, les deux. Franquet, on dit les deux. La parole est à monsieur Xavier, en majesté. Très bien. Alors, c'est surtout les cas individuels qu'on a connus dans ce que je vous ai exposé tout à l'heure. Maintenant, il y a quand même deux à trois situations qui ont permis de voir des phénomènes de groupe et quelque part que je pourrais rapprocher de situations institutionnelles. Deux exemples sans rentrer dans le détail, mais il y a une culture forte, ancienne, qui existe dans le milieu des médias et qui a pu conduire effectivement à des comportements, je dirais, plus collectifs, une culture qui était difficile à dénoncer. Et je crois que là, le système a permis de faire évoluer les choses et de faire prendre une conscience à toute une équipe et tout un secteur de l'entreprise de changer les modes de gestion et les relations entre les personnes. Et le deuxième élément que je donnerais, c'est à l'inverse également des jeunes générations. C'est-à-dire, on a vu des phénomènes de groupe se développer parce que les règles de la culture d'entreprise n'étaient pas connues et que la différence entre vie professionnelle et vie personnelle n'était pas cadrée, et notamment par des jeunes montés très vite avec les nouvelles technologies et dans le domaine des médias, le côté nécessaire de cette maîtrise des nouvelles technologies a amené des équipes très jeunes à se monter, à grossir très vite, et des collaborateurs devenir managers. Et à ce moment-là, c'est pareil, la distanciation n'existant plus, ça a pu conduire à des situations de dérive, et le système a permis de les identifier. Et pour nous, ça a été une surprise. Je ne sais pas si je suis clair dans la réponse, mais c'est deux axes importants. Ouais, mais merci Xavier. Effectivement, ce qu'on voit bien là, je vois Marie-Christine Lebert aussi se fait l'écho dans le même jeu. Donc, bon, il y a des questions finalement de relations qui se recréent, mais il y a en même temps aussi, à partir de cas individuels, des questions qui peuvent être des questions institutionnelles ou des questions organisationnelles plus graves qui surgissent et qui permettent, ce que tu disais Aurélie tout à l'heure, qui permettent finalement de construire quelque part des solutions. Alors, on est en train d'arriver sur le final, mais je voudrais reprendre ce qu'était la question, que personne ne sorte, je lise le chat, donc que personne ne sorte, s'il vous plaît, de Laurent Mailleux, qui était une question pour tous et qui disait, un peu pour toutes les deux, est-ce qu'on peut penser que la mise en place de dispositifs d'alerte, est-ce que ça a un effet, un impact finalement pour qu'il y ait moins de corruption, moins de délits, moins de harcèlement et autres. Alors, voilà, pardon, faut tourner, donc Aurélie d'abord, parce que je t'ai coupé la chic tout à l'heure. Aurélie et Franca. Et Franca après. Donc oui, alors ça c'est une évidence, C'est-à-dire lorsque la société n'est pas confrontée à des cas pratiques, et à tous les niveaux, parce qu'après, dès qu'il y a un cas pratique de corruption, de fraude de ce type-là, on se dit mais comment cela a-t-il pu se produire? Alors c'est dans la presse, donc je ne viole rien. Il y a eu un détournement de 290 millions d'euros, chez Essilor l'année dernière. Vous imaginez bien l'émoi sur le sujet, mais également les actions correctrices qui doivent être mises en place, principalement sur des outils, sur des systèmes, comment ça a pu se passer, comment on doit évoluer sur le sujet en termes de contrôle, et on est sur la prévention, on est toujours sur la prévention. Donc si on n'avait pas ces outils-là de remontée qui sont précieux pour après
modifier nos habitudes. Alors ça va tant des outils, des procédures, des règles internes, qu'au changement des comportements. Et vraiment, la fin du fin, et je laisserai Franca, pour ne pas monopoliser la parole, répondre, c'est à quel moment l'entreprise et les acteurs de l'entreprise se disent il y a des comportements à changer et comment les faire changer. Éducation, c'est l'éducation qui reste. Mais je crois que c'est bien aussi. Tu vois, il y avait quelqu'un qui était aussi un lanceur d'alerte en entreprise et qui a créé une association pour ça. Je crois que le fait de créer des collectifs des formes diverses, hein, que ce soit la maison des lanceurs d'alerte, que ce soit des processus que vous mettez en interne ou des associations de ce type, c'est bien là aussi pour faire mûrir les esprits au global. Alors, Franca, oui, à toi. C'est pas les mots de la fin, mais juste complémentaire. Déjà, si on prend un cas assez retentissant, Antoine Deltour, optimisation fiscale agressive, donc il a publié des liasses, des documents comptables de son cabinet au Luxembourg. C'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui une directive européenne qui focalise un petit peu l'optimisation fiscale comme un délit. Donc, c'est la première chose. Dans les entreprises, il faut dire que lorsque l'entreprise comprend qu'il faut faire marche arrière parfois, c'est dommage, les dégâts ont été faits, et après il faut une véritable volonté, pas seulement de tourner la page, mais de changer véritablement. Donc je pense que ça peut contribuer, stimuler, porter à la lumière des choses qu'on a cachées ou qui n'étaient pas évidentes, mais après il faut que les dirigeants aient envie de véritablement faire un tournant et changer. La question sans viser personne, c'est qu'il peut y avoir des profils de dirigeants qui vont être, comme dirait l'autre, résistifs pendant un petit moment. Donc, voilà. Alors, pardon, parce que je vois le temps qui file et qu'on va tous être confinés avant qu'il soit longtemps. Donc, il faut qu'on rentre sous peu. Bon, je vais tous vous remercier Laurent Mailleux d'être là, venez soutenir ces troupes, si on peut dire. Hein. Merci à vous d'être là, merci à vous tous, merci Christophe Lefebvre, merci à vous tous. Je pense que c'est qu'un point. Alors, David Autissier a dû nous quitter, mais je crois que Vincent Belloche, qui travaille avec lui, sera là. Il va falloir absolument qu'on se retrouve en faisant un point, parce qu'on sent bien que la porte est entrouverte pour un peu plus. Il va falloir accompagner d'ailleurs cette proposition de loi et ce projet de loi là, cette fois-ci qui va globalement devoir se faire. Et puis nous, on espère tous bien vous retrouver alors que personne ne sorte. Si la semaine prochaine, où on sera tous confinés à 18 h, il y a des chances, parce qu'on va nous l'annoncer sous peu, mais ça devrait pas tarder pour nous à être bien, c'est qu'on a un tout prochain, qu'est-ce que ça fait mon truc là? On ne sait pas venir. Oui, dans les prochaines étapes, on a dans le milieu quelque chose auquel on tient aussi beaucoup, qui est sur lequel on défriche et on profite du fait qu'un ANI et un projet de loi sont là sur la prévention et la santé au travail pour remettre ce qui est essentiel pour le progrès de l'année, on le voit bien en matière de santé en ce moment, ce sont les data. Donc on vous invite et on vous invite tous, vous aurez le même trio infernal avec David Autissier, Jacques Bouvet et moi là-dessus, mais aussi Jérôme Chemin, donc pardon de la fidélité à CFDT Cadre, et puis deux professeurs d'université, une de Paris et de Polytechnique et l'autre qui est au CHU de Nantes, donc ça va être passionnant. On a besoin de vous et on remercie tous nos intervenants. Clap, clap, clap. Et vous tous. Alors, prochaine étape pour vous, on vous enverra un mot. Lundi, le replay qui sera sur le site, on vous enverra un mot. Et puis, Franca et je crois aussi Aurélie ont la gentillesse de nous dire OK pour des supports qu'on pourra mettre. Et puis, on vous mettra aussi la revue de presse et l'ensemble. Et on vous remercie moultement et on vous laisse filer parce que nous aussi, il faut qu'on file parce qu'on va se faire pincer. À tout bientôt. Merci à vous et merci à mon président. Et puis, j'ai coupé la chiffre. Voilà. Et merci à vous. Tout le monde est quasiment parti.